Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs en partenariat avec Malakoff Humanis et Cage Business School. J'ai le plaisir de recevoir sur le territoire étang-de-Berre, dans ce magnifique lieu au sein de l'aéroport Aix-Marseille-Provence, 4 entrepreneurs du territoire que je vais laisser se présenter. Denis. Bonjour, Denis Corsetti, directeur des opérations de l'aéroport Marseille-Provence. Bonjour, je suis Jean-Laurent Bouquillon, je travaille pour le groupe Chorus, j'anime l'ensemble de la région sud-Méditerranée. Chorus, rapidement, c'est une entreprise, une PME française qui fête ses 30 ans cette année et qui est spécialiste de la conception et la réalisation d'espaces professionnels, comme des lieux comme celui-ci aujourd'hui, des EHPAD, des hôpitaux, des hôtels, des restaurants. Ok. Bonjour, donc moi je suis Céline Boyer, je suis responsable de l'établissement secondaire de la société Duchot, donc l'établissement qui se situe sur Vitrolles. Donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est technique au soutien de l'événementiel et du spectacle, donc sonorisation, éclairage, etc. Vidéo, plateau télé également. Et nous avons une zone de prégnance du sud, donc sud-ouest, au niveau de notre clientèle et nos interventions, plus particulièrement centré sur Marseille quand même. Ok, Yannick, bonjour. Donc je suis Yannick Carrère, je travaille dans le groupe Carrefour, donc plus spécifiquement sur la partie supply chain, logistique, donc sur les entrepôts et la livraison de nos clients du sud de la France. Très bien. Alors, on vient de vivre une période un peu compliquée, mais depuis 18 mois. Les choses semblent s'améliorer. Enfin, on a pas mal d'indicateurs qui sont au vert. L'économie finalement se maintient et certains secteurs se libèrent un petit peu de contraintes. Comment vous avez vécu cette période et à quel moment vous avez réussi à mettre à profit un certain nombre de contraintes pour en faire des opportunités? Denis? Pour nous, je dirais, le maître mot de cette période, ça a été l'agilité. Parce qu'il a fallu effectivement s'adapter extrêmement rapidement à une chute brutale d'activité. Pour mémoire, donc en 2020, on a fait 3 millions de passagers, alors qu'en 2019, on était sur une tendance plutôt à 10 millions de passagers. Donc vraiment un choc très brusque. Alors agilité en matière d'ouverture et de fermeture de hall. Très rapidement, on a fermé notre terminal 2, on a fermé le terminal 1, le hall A, et on a laissé notre activité uniquement donc, pour diminuer nos coûts sur le terminal 1, hall B. Donc agilité au niveau des infrastructures, mais également agilité au niveau de notre façon de travailler. Beaucoup de télétravail, beaucoup également d'activités partielles pour nos collaborateurs, et aussi les mesures sanitaires. Des nouvelles mesures. Donc nous, on a adhéré à la charte européenne de l'Agence européenne de sécurité, donc l'AESA, qui a défini donc des bonnes pratiques au niveau sanitaire, au niveau distanciation, au niveau protection, au niveau des process. Donc on a dû mettre tout ceci très rapidement en œuvre pour redonner confiance donc à nos clients et pour essayer de passer cette période difficile. Et agilité également maintenant pour la reprise de l'activité, puisqu'on a depuis peu quelques signes extrêmement encourageants de reprise de l'activité avec par exemple effectivement la vaccination. On a maintenant un terminal 2 qui a réouvert très récemment, la semaine dernière, avec une activité qui va être supérieure à celle de 2019, un terminal un hall A dans lequel nous sommes actuellement, qui a également réouvert la semaine dernière, avec la reprise de vols internationaux, par exemple vers l'Algérie, et également vers le Maroc courant de cette semaine. Donc vraiment des signes extrêmement positifs. Et là, il faut faire là aussi preuve d'agilité. Il faut réouvrir très rapidement les installations, de la veille pour le lendemain. On a des programmes avions. Jusqu'à présent, on a une visibilité sur 6 mois sur le programme avion. Maintenant, on a une visibilité uniquement sur 2-3 mois. Donc, ça bouge énormément. Et c'est vrai qu'on avait déjà cette agilité de notre ADN sur l'aéroport. On est une petite PME de 380 personnes. Et c'est vrai que cette période nous a appris à prendre encore plus rapidement des décisions et en essayant effectivement rapidement de réagir en fonction de ce qui se passe sur l'aspect trafic aérien. Voilà. Ok. Alors, dans les activités qui ont été un peu affectées par toute cette pandémie, évidemment, il y a l'événementiel.
et qui redémarre un petit peu maintenant. Donc Céline, comment vous avez vécu ça? Alors oui, on a vécu ça de façon tellement, j'allais dire, particulière. On savait dès le départ, après les quelques jours passés où on a été un petit peu groggy par la décision de confinement, on savait très bien, on a très vite compris qu'on serait les derniers au bout de la chaîne à repartir sur une activité. Quand je parle repartir sur une activité, c'est de façon pleine et sans contrainte, parce que bien après les restaurateurs, bien après l'hôtellerie, nous on a encore, même si effectivement on commence à voir la lumière au bout du tunnel, si des choses sont en train, quelques festivals, des opérations événementielles sont en train de se mettre en place pour l'été, mais apparemment la rentrée va être vraiment un moment de, on l'espère, de redémarrage un petit peu plus important pour nous. On savait que de toute façon on aurait encore là, on va avoir encore quelques mois de remise à niveau, j'allais dire, de l'activité, sachant qu'on ne pourra pas repartir sur une activité pleine d'ici 2022 parce que les contraintes sanitaires font que pour nous l'accueil du public à plus de 5000, donc toute la partie grands festivals, grands événements sont pour l'instant mis de côté, sachant que les organisateurs ont des difficultés à prendre j'allais dire, le risque de mettre en place un événement qui pourrait être ou annulé ou reporté. Donc on sait que tous ces grands événements vont être plutôt synonymes de 2022. Là, pour l'instant, effectivement, on commence à avoir un signal, j'allais dire, positif sur cet été, sachant que certains festivals qui ont la possibilité, je pense par exemple au Festival Jazz des 5 continents, qui ont la possibilité par leur ADN de recevoir des gens assis, vont pouvoir faire leur festival, j'allais dire, avec des contraintes, mais en tout cas maîtrisées. Des opérations qui vont se passer très bientôt sur le circuit Paul Ricard avec le Grand Prix de Formule 1. On en parlait tout à l'heure. Donc voilà, les contraintes restent quand même très prégnantes pour nous, pour nos équipes. Mais cette période-là, elle a été effectivement compliquée, mais elle a été aussi génératrice de, comme tu disais tout à l'heure, d'agilité, d'inventivité. On a des ingénieurs du son, des ingénieurs de la vision qui ont travaillé sur les nouveaux protocoles pour faire du streaming en live. On a notre studio, par exemple, d'enregistrement à Paris, qui a fait de l'enregistrement virtuel pour que les artistes puissent continuer à travailler sur leur création. Enfin, on s'est adapté, évidemment, avec une utilisation maximale de l'activité partielle, parce que nos équipes opérationnelles et techniques, il n'était pas question de les faire travailler soit en télétravail, enfin je veux dire, c'était pas possible. Donc voilà, on a essayé de tenir la barre avec quand même une perte de 70% de notre chiffre d'affaires durant ces 14 mois d'inactivité ou d'activité partielle. Après, c'est vrai qu'on a des secteurs qui ont repris assez vite, parce qu'on a un département d'installation-intégration qui est lié au BTP. Donc, dès le mois de mai, dès que le premier déconfinement a été mis en œuvre, ils ont pu reprendre les chantiers, et la télévision qui a continué, en tout cas qui a repris de la vigueur dès septembre. Donc on a des secteurs qui ont malgré tout continué à vivre et à exercer. Bon, le live à grande échelle, on sait qu'on a encore quelques mois difficiles à traverser. Ok. Alors chez Chorus, Chez Chorus, le secteur d'activité sur 2020-2021 globalement était pénalisé. Beaucoup d'investissements, de travaux, de rénovations sur des lieux existants ou de la construction ont été mis de côté. Je pense que la priorité des chefs d'entreprise, c'était pas d'investir sur du mobilier ou de l'immobilier, c'était plutôt d'attendre un petit peu et de voir comment ça se passait. Donc régression du chiffre d'affaires, et puis surtout c'était le moment pour nous de se poser, de prendre un petit peu de hauteur et de repenser notre raison d'être.
Pour nous, il y a un avant et un après Covid. Beaucoup de changements de paradigme d'entreprises qui vont revoir leur environnement de travail. On parle de plus en plus de flex office, de télétravail, d'espaces tertiaires comme ceci. Voilà, donc on est en train de suivre de près les mutations sociétales, la façon dont les Français vont travailler demain, pour être au plus proche des entreprises qui vont investir. Et depuis 15 jours, 3 semaines, ça réinvestit. Il y a de l'argent qui était placé, qui était immobilisé, et donc ça réaccélère vite depuis quelques semaines. Donc notre sujet maintenant, c'est comment suivre et répondre à des demandes urgentes, parce que ceux qui n'ont pas investi l'an dernier, maintenant sont prêts à le faire. Ils veulent des solutions et des travaux très rapidement, donc c'est voilà un petit peu la complexité. Donc de la hauteur, prise de hauteur, une réécriture du projet d'entreprise à horizon 2024, avec une ambition d'accélération assez forte, et de l'agilité et du décloisonnement. On a appris à travailler autrement. Moi, j'anime une région sud-est. Le fait d'avoir des équipes en sous-activité sur certains métiers. Voilà, on a partagé des compétences au niveau de la France, d'une région à une autre. Donc on a ouvert nos carnets de commandes et on a travaillé à distance de façon intelligente. Donc des designers à Lyon travaillaient pour mes équipes et inversement en fonction. Voilà, donc on a décloisonné puis on a ouvert nos directions régionales qui étaient plutôt recentrées sur nos clients locaux. D'accord. Yannick, Carrefour, supply chain. Ouais, Carrefour. Alors je vois bien, hein, les expériences sont intéressantes, on n'a pas tous subi la crise de la même façon, par contre on l'a tous subi, ça c'est le point commun. Dans l'alimentaire, dans la distribution, ça a été 2 années, 1 année et demie très éprouvantes, mais très riches aussi d'enseignements et peut-être aussi d'une certaine façon des accélérateurs de transformation. C'est-à-dire que en supply, Carrefour est un leader de la distribution européenne et française, on a plutôt des grosses machines, on a énormément de clients. La plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, c'est que les comportements de nos clients, c'est-à-dire de nous, ont énormément évolué et été imprévisibles. En fonction des annonces, en fonction des confinements ou déconfinements, la consommation française est devenue à peu près imprévisible. Très difficile à gérer en termes de supply, de logistique. En même temps, on a parlé d'agilité. En réalité, ça nous oblige à réécrire nos modèles et à nous adapter en permanence et probablement à nous centrer encore plus, beaucoup plus, et c'est pour ça que je parlais de transformateur, d'accélérateur dans la transformation, à nous orienter encore plus vers nos clients. Donc quelque part, ça nous recentre sur de quoi a besoin le client. Que cherche le client? Et c'est un petit peu, depuis 1 an ou 2 déjà, la cible de Carrefour, avec une nouvelle direction générale qui nous réoriente sur le souhait des clients, le mieux consommer, la transition alimentaire, et finalement ça va en supply vers comment faire pour amener au client ce dont il a besoin. Donc voilà, une année très complexe. On voit évidemment que là c'est en train de redémarrer peut-être un peu plus normalement, mais pour autant, aujourd'hui par exemple, je suis en train de travailler donc sur les entrepôts du Sud, sur la distribution de tous nos magasins côtiers. Et il est très difficile aujourd'hui de prévoir le comportement de nos consommateurs pendant l'été. Or, l'été dans le Sud, on le sait tous, est prépondérant. Tourisme ou pas tourisme? Surprésence dans les campings et dans l'hôtellerie, ou au contraire départ à l'étranger, la Corse, grosse volumétrie ou pas, etc. Eh bien, on le prend plutôt comme une aventure et un challenge à relever. J'en rajouterai peut-être un point concernant la distribution. Nos fournisseurs étaient en tension parce qu'eux aussi, surtout à la limite, avaient du mal à adapter leur production aux besoins. Il y a quand même des circuits de production complexes. Mais ça permet aussi de ramener les choses à l'essentiel. C'est-à-dire que, petit 1, le consommateur, un Français, a besoin de se nourrir. C'est important de se le redire de temps en temps. Donc finalement, les circuits de distribution sont des circuits importants. Et ça nous donnait aussi une responsabilité pendant toute cette période. Au-delà de simplement, je dirais, faire du commerce, c'est la responsabilité sociétale de la grande distribution d'une façon générale, Carrefour mais tous, pour faire en sorte que tout se passe bien en France. Donc ça a aussi permis d'apprendre ça. D'accord. Bon, je vois que vous avez au moins tous un point commun, c'est que cette crise vous a permis de repenser le fonctionnement de l'entreprise, la stratégie même de l'entreprise. Et on voit bien que, heureusement, tout ne s'arrête pas à cause d'une pandémie. Les choses continuent, évoluent, on s'adapte. Et donc je sais que même
pendant ces périodes-là, on se concentre sur l'essentiel, sur l'adaptation de la stratégie et sur l'avenir. Denis, l'avenir de l'aéroport, c'était aussi un programme d'investissement important, Oui. Des travaux Oui. colossaux, et donc j'imagine que tout ne s'est pas arrêté avec la pandémie. Alors effectivement, tu as raison, tout ne s'est pas arrêté avec la pandémie. On avait un projet donc, de modernisation d'une installation avec la création donc, d'un cœur d'aéroport dans lequel on allait centraliser nos flux et proposer une expérience passager complètement renouvelée. Alors c'est que ce projet était déjà présent, bien avancé, et c'est vrai que pendant la pandémie, on a fait un vrai re-engineering de ce projet, à la fois avec les nouvelles contraintes sanitaires, également avec les nouvelles mesures qu'on peut nous imposer demain de contrôle, tests PCR, antigéniques, etc., etc. Et aussi, on en a profité aussi pour revoir les process et pour privilégier tout ce qui est process sans contact, une fois que le passager pourra se présenter sur l'aéroport. Donc c'est un projet, on a pris le temps, effectivement, durant cette pandémie, de le repenser, et je dirais de le rendre encore meilleur, encore plus efficace. Et donc là, on est sur le point, effectivement, de contractualiser pour le début des travaux. On espère qu'on va contractualiser avant l'été. Alors c'est un projet qui est de l'ordre de 200 millions d'euros au global. C'est vraiment un beau projet pour le territoire, un beau projet pour vous qui serez, j'espère, nos futurs passagers. Et donc on espère effectivement signer un contrat avant l'été, début des travaux vers le mois de septembre, et une ouverture de cette nouvelle partie de l'aérogare juste avant les Jeux Olympiques de 2024. Ok. Yannick, tu disais tout à l'heure que vous avez repensé un certain nombre de choses pendant cette pandémie. En fait, il y avait déjà un questionnement dans la grande distribution avant la pandémie sur les modes de consommation et les modes de distribution de vos clients. Est-ce que finalement ça a été un accélérateur? Est-ce que c'est un accélérateur bénéfique pour la transformation de Carrefour et de la grande distribution en général? En tout cas, oui, je pense que d'une certaine façon, je parlais tout à l'heure d'accélérateur de transformation. En fait, pour passer d'un point A à un point B, parfois c'est complexe. Et là, en l'occurrence, on n'a pas choisi. C'est-à-dire que la pandémie nous est tombée dessus. Mais elle a aussi amené les Français à se reposer des questions de ce qu'ils voulaient vraiment. On voit des changements de comportement, on voit des citadins revenir sur plus en quête de périphérie ou du retour dans des régions. On voit vraiment des vrais changements. Et c'est vrai dans la consommation alimentaire. Et nous avions entamé effectivement une vraie réflexion sur la transition alimentaire. Carrefour a la volonté d'être le leader de la transition alimentaire. Ça passe par plus de bio, par exemple, qui est clairement une tendance lourde actuellement, mais d'une façon bien plus générale, le mieux consommé. C'est pas que du bio. On parle du bio, mais il y a le vegan, il y a beaucoup d'autres choses, et tout simplement des produits de meilleure qualité, et donc des circuits de meilleure qualité. Et donc oui, évidemment que tout ça a visiblement accéléré la volonté de nos concitoyens d'aller vers ce type de produits, et ça nous amène aussi à accélérer notre transformation. Et on évoquait également tout à l'heure les nouvelles énergies et la façon de distribuer plus proprement. Moi, je suis dans de la logistique. On a des camions sur nos routes, évidemment. Sauf qu'il y a plusieurs façons de faire du camion. On peut polluer ou on peut ne pas polluer. Carrefour s'engage dans un cycle de non-pollution, avec une volonté d'aller vers de la distribution non polluante. Et donc, effectivement, dans quelques jours, on va présenter un premier camion dont l'énergie est l'hydrogène. Et c'est en soi une nouveauté. Alors, non pas tant parce que l'hydrogène est nouveau, il a déjà été exploité, mais sur de la grande distance, avec des camions qui font plus de 500 km, voire 800 km, bon, ça c'est beaucoup plus rare. Et là, on a déjà, donc ça c'est une énergie, et on en travaille beaucoup d'autres. Du biométhane, de l'azote, voilà, on est vraiment dans cette démarche. Je pense que la pandémie a effectivement accéléré dans les esprits, pour tous, que ce soit entreprises ou concitoyens, la volonté de revenir vers des choses saines. Et à nous, entrepreneurs et entreprises, de coller à cette nouvelle réalité. Et voilà où on en est aujourd'hui. Alors chez Corus, j'imagine que, comme vous l'aviez dit, effectivement, le premier réflexe des entreprises quand il y a des problèmes, c'est de couper un peu les robinets sur les investissements, en attendant de voir comment ça se passe. Il y avait des pratiques avant la pandémie sur de l'open space, sur tout ça, ça a été un peu
sans être remis en cause, mais en tout cas ça a posé des questions sur les problématiques sanitaires. Est-ce que les demandes aujourd'hui des entreprises, finalement, sont différentes de ce qu'il y avait avant? Est-ce que ça faisait partie de votre stratégie en termes d'adaptation dans votre offre? Complètement. On a profité donc de cette crise pour se doter d'un service conseil aux entreprises et stratégies. Donc avant de réaliser des travaux, on s'assure et on travaille avec eux sur leur façon de travailler, leur gouvernance. On écoute beaucoup leurs collaborateurs, open space pour open space, télétravail, enfin voilà. Donc on est en immersion avec eux pour construire avec eux ce qu'on appelle du space planning, donc des endroits qui correspondent aux besoins des collaborateurs et des clients. Donc on a fait tout ce travail-là et afin de produire plus intelligemment et durablement. On a déjà quelques expériences de chantier que nous avons réalisées à la demande d'un dirigeant d'entreprise. Et une fois que les travaux sont réalisés, on s'aperçoit que les équipes ne se reconnaissent pas dans ce lieu-là parce qu'ils n'ont pas été embarqués dans le projet. Et donc voilà, on sait que le bien-être est important pour la productivité, l'absentéisme. Donc on travaille sur ces données-là depuis voilà. Donc tu parlais de clients. Donc on a réécrit notre projet d'entreprise en remettant le client, ce fameux customer centric, au cœur de nos préoccupations, afin de bien comprendre ses besoins et de l'accompagner dans ses choix. Donc effectivement, on a profité de cette période pour travailler plus intelligemment. Et ce qu'on perçoit donc depuis le retour à cette fin de pandémie, c'est un trépied entre je vais sur mon lieu de travail parce que j'ai un canvas, c'est mes bureaux. Dans ces lieux-là, je vis des moments collectifs. Je suis fier de porter le maillot de mon entreprise. Il y a des endroits sympas, conviviaux. Ça, c'est le premier, c'est peut-être le lundi et le mardi. Le mercredi, je suis en télétravail. Donc, il y aura de plus en plus de télétravail par rapport à avant la pandémie. Ça, c'était une évidence. Beaucoup d'accords d'entreprise ont été signés dans ce sens. Et puis le jeudi et le vendredi, je ne retourne pas sur mon temps de base, je suis sur des espaces tertiaires comme ceci, des espaces de coworking dédiés à mon entreprise ou partagés avec d'autres entreprises du même secteur d'activité, voire des concurrents. Et là, je prends de la hauteur, je suis entouré d'autres personnes que je ne connais pas et voilà un petit peu ce qui est en train de se traduire. Et donc beaucoup d'investisseurs aujourd'hui se positionnent sur les espaces de coworking. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont des levées de fonds et qui investissent. Il y a une course à la recherche de sites sur la région PACA assez hallucinante aujourd'hui. Donc on les accompagne dans la réflexion du meilleur choix, du meilleur site pour faire en sorte que ces mètres carrés-là soient utilisés demain. Parce qu'on se pose aussi la question, est-ce qu'il n'y en aura pas trop? Ça ouvre de tous les côtés. Donc oui, ça repart. Et il y aura un avant et un après sur la façon de travailler en région PACA et partout en France. Alors Céline, dans les starting blocks, le programme culturel, il va quand même finir par reprendre, on en a besoin tous. J'imagine, comme tu le disais tout à l'heure, que vous avez adapté vos méthodes de travail, vous avez probablement plus fait de retransmission directe, etc. qu'avant, moins de spectacles, mais aujourd'hui, c'est quoi la leçon et vers quoi vous vous orientez Alors, comme nous tous, on a mis à profit finalement, comme je le disais, le temps de la sidération passé, on a mis à profit effectivement ce temps en suspension finalement, parce que dans une entreprise qui se met en sommeil, 70% de notre activité c'est le live, c'est le direct, c'est vous faire voir, vous faire entendre, vous faire écouter, j'allais dire, c'est dans le domaine de la création, c'est porter finalement jusqu'à chacun d'entre nous la magie du spectacle et de la créativité. Donc on s'est dit qu'effectivement, malgré tout, il faut savoir que notre activité est basée quand même sur un modèle industriel. Alors ça peut faire sourire quand on parle d'événements, de spectacles, de parler de modèle industriel, mais nous devons maîtriser un monde excessivement technologique maintenant. Les prises de vue, la lumière ne se crée plus simplement en allumant un projecteur, les effets spéciaux, tout le monde de l'audiovisuel est en progression. Donc effectivement, il y avait des idées dans la tête de nos ingés son, de nos ingés lumière, de nos ingés de la vision, mais ça n'était que des idées où on se disait tiens, ce serait bien un jour qu'on mette en place, et on a profité de cette période-là pour, comme je le disais tout à l'heure,
pour essayer d'accompagner nos clients, entre guillemets, que sont les artistes, que sont les organisateurs de spectacles, d'essayer de mettre en place de nouveaux protocoles, j'allais dire, d'accompagnement, et notamment de développer tout le virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on a un studio d'enregistrement qui peut se faire de façon virtuelle. Donc ça permet aussi une continuité. C'est très très difficile, hein. Ça a été une période très très dure pour les artistes, pour les intermittents artistes du spectacle, et qui ont dû, j'allais dire, pas simplement arrêter une activité, mais arrêter aussi tout un processus de création qu'on attend d'eux, qui nous réjouit tous. Donc on s'est dit que c'était le moment aussi de trouver les moyens de pouvoir les accompagner dans des périodes qui sont complexes comme celles qu'on a vécues. Donc voilà, mise en place de nouveaux protocoles virtuels, et puis mise en place aussi de nouveaux protocoles par rapport à la situation aux contraintes sanitaires. Mais ça, c'est un sujet qu'on connaissait quand même un petit peu déjà, et qui nous avait déjà été imposé. Je pense à tout le protocole dû aux attentats terroristes, où on avait, suite aux normes Vigipirate, on avait, nous, des impératifs quand on faisait du live, qui nous a demandé très vite de nous adapter au niveau de nos interventions, de nos équipes, etc. Donc, l'adaptabilité de l'entreprise s'est aussi faite sur le protocole sanitaire maintenant qu'on a mis très très vite en place. C'est-à-dire que dès le mois d'avril, on avait déjà écrit un protocole pour nos interventions, pour nos équipes en interne, pas simplement au sein des établissements, mais parce que nous intervenons au milieu, j'allais dire, du grand public. Donc voilà, ça a été effectivement un accélérateur de process chez nous, qui nous l'espérons, vont nous permettre d'aller encore plus loin, et de montrer que c'est un métier qui n'est pas simplement un métier de saltimbanque et d'amuseur. C'est aussi un métier qui se repose sur un modèle industriel avec tout le sérieux, et on peut faire confiance à nos entreprises de l'événementiel pour être là et soutenir la filière dans les meilleures conditions. Ok. Eh bien, merci à tous. Ça sera le mot de la fin. L'agilité, c'était votre point commun, finalement. Et merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et on vous donne rendez-vous. À très bientôt. Et